Enchaîne sur les recos. Alors, les recos donc aussi ont été présentés ce 29 août le matin. Bien sûr, les recommandations, c'est un gros pavé, c'est un document, il est déjà accessible sur le site de l'ESC, il fait 120 pages. Donc, j'ai assisté à deux sessions qui ont parlé. Et puis, j'ai vraiment pris un peu, fait le tour du document pour essayer de vous donner quelques points, mais ce ne sera que quelques points parce que ce sera l'occasion d'autres occasions de rentrer plus en détail, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont on pourra parler, gérer notamment en cas d'angioplastie, le traitement anticoagulant, il y a des sections pour ça, la mesure la prise en charge des facteurs de risque, c'est un élément important également, de l'obésité, etc. C'est bien traité, il y a eu toute une partie dessus, et donc que je n'ai pas détaillé aujourd'hui. J'ai essayé aujourd'hui de vous faire un best-of un peu des messages qui m'ont semblé importants. Donc, la première chose, c'est qu'on reste sur une définition, vous voyez sur la gauche de l'AFA, c'est le CG. Alors, moi, rythmologue, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que vous savez que les devices, les pacemakers et les défibrillateurs nous donnent ces épisodes qui s'appellent les AHRE, qui sont des rythmes atriaux rapides. Et finalement, on dit la référence reste encore le diagnostic ECG et que, bien entendu, si on se retrouve devant ces épisodes rythmiques rapides, il faut essayer de diagnostiquer la FA sur un ECG. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces épisodes rapides? Vous savez qu'il y a deux études randomisées en cours et qu'il faudra attendre les résultats. Deuxième élément, il y a des choses qu'on ne devrait plus dire. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé qu'on ne devrait plus parler de FA valvulaire et non valvulaire. Vous savez que ça avait embrouillé beaucoup de gens. S'il y a une valvulopathie, je ne sais pas, une insuffisance mitrale, on disait que c'était une FA non valvulaire et elle pouvait avoir des NOAC ou des AOD. Et bien finalement, maintenant, on ne parle plus de FA valvulaire ou non valvulaire. On dit si la FA est liée à une valve mécanique ou un rétrécissement mitral chirurgical, ce sera les AVK, mais sinon, on ne parle plus de ce terme-là. On n'utilise pas le terme de FA permanent chronique, on utilise le terme de FA permanente, on n'utilise pas le terme de FA isolé parce que finalement, c'est un élément qui peut être confusant et qui devrait être abandonné. Il y a plein d'éléments sur la prise en charge, sur des scores, sur des raisonnements de la manière dont on prend en charge le patient. Vous voyez là, par exemple, les 4 S avec finalement, chaque patient doit évaluer son risque d'AVC avec le stroke, le CHA2DS2-VASc score, les symptômes avec le score ERA, la sévérité de la charge en FA avec la charge totale en FA, la charge temporelle avec les enregistrements Holter et le substrat, l'évaluation du substrat avec finalement détail assez bien. Ils mettent beaucoup d'intérêt de dire que la FA n'est pas uniquement définie par l'ECG, mais également définie par la sévérité du substrat qui va déterminer après si on va aller vers des stratégies plutôt ablatives. Il y a toute une partie sur le screening de la FA, avec, vous savez que maintenant on a de plus en plus d'outils, de la Apple Watch, de la veste, etc., qui ont de diagnostiquer la FA. Et finalement, vous voyez, la prise du pouls, la réalisation de l'ECG recommandée à partir de l'âge de 65 ans. Et finalement, un ECG systématique devrait être considéré en grade 2A chez tout patient de plus de 75 ans ayant des facteurs de risque. Et puis, concernant la prise en charge thromboembolique, vous voyez, ça n'a pas tellement changé, c'est globalement la même chose. Avec là aussi, on insiste que, voilà, en dehors de la valve mécanique et du RM serré, vous voyez qu'on insiste bien sur la préférence aux AOD par rapport aux AVK, et que si on met un AVK, il faut qu'il ait ce TTR à 70% dans la cible, et à défaut, préférer bien sûr les AOD. L'occlusion de l'auricule, j'ai trouvé ce tableau, finalement, on en parlait aussi, c'est une grade 2B, hein, vous voyez, donc il faut vraiment une contre-indication au long cours, au traitement anticoagulant, pour considérer ce traitement, mais également parce que les études n'ont pas évalué des critères durs, ou c'était essentiellement, il y avait eu des études randomisées qui n'ont pas évalué des critères durs, et d'autre part, on avait des études de registre, raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir des grades de recommandation élevés. Ce qu'il y a d'important, vous voyez, sur la stratégie antiarythmique, vous voyez que l'ablation de la FA, elle peut être bien sûr envisagée en première intention. Et vous voyez, regardez, on savait qu'elle pouvait être envisagée en première intention dans la FA paroxystique, c'est du grade 2A, ça n'a pas changé. Et en cas de récidive, c'est du grade 1, ça n'a pas changé. Mais regardez sur la droite, en cas d'insuffisance cardiaque,
avec réduction de la fraction d'éjection. Et si on pense qu'il y a une cardiopathie rythmique, l'ablation est indiquée en classe 1. Et ça, c'est nouveau puisque c'est basé notamment sur l'étude Castle-AF et sur d'autres études. Et concernant le traitement antiarythmique, vous voyez, je fais le parallèle avec le GIST. Vous voyez qu'il y a eu également plusieurs méta-analyses qui ont montré que peut-être tous les antiarythmiques ne se valent pas et que peut-être finalement le sotalol, qui est assez populaire en France, eh ben, qui a également des effets secondaires, qui a pas mal de contre-indications, on devrait surveiller la fonction rénale, bien sûr le QT, la kaliémie, etc. Ben, finalement, vous voyez que le sotalol, il est déclassé, hein, il est en 2B, et vous voyez que ça réduit un peu le choix des antiarythmiques avec flécainide, propafénone, dronédarone. Et puis, un élément nouveau que j'ai trouvé, qu'on avait appris quand j'étais étudiant en médecine, on disait la flécainide, il faut plutôt l'associer à un bêta-bloquant pour éviter les FA rapides, mais sur les anciennes recommandations, on n'en parlait pas. Et là, en grade 2A, c'est écrit que la flécainide, c'est bien de l'associer à un bloqueur du neurorégulo-ventriculaire au cas où il passe en flotteur. Il peut faire des flotteurs 1 pour 1. Donc, vous voyez le tableau là que je vous ai mis sur l'ablation de la FA. Je vous ai mis le classe 1, c'est bien sûr la FA récidivante après traitement antiarythmique. Et en classe 1, vous voyez aussi, vous avez l'ablation pour corriger la dysfonction ventriculaire gauche dans les cas des tachycardiomyopathies très probables, et cela indépendamment des symptômes. Hein, c'est intéressant parce qu'indépendamment des symptômes, donc ça c'est un élément nouveau. Alors bien sûr, c'est après réévaluation du rapport bénéfice-risque, explication aux patients, etc. Mais voilà, c'est quelques points. Hein, donc je pense qu'on aura bien sûr l'occasion de revoir ces éléments-là. C'était difficile de vous les résumer en 5 minutes, mais au moins vous avez quelques points clés qui pourraient intéresser notre audience.